Oui. Bonjour. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cet atelier sur la protection du consommateur. Mon nom est Charles Tanguay. Je suis le porte-parole de l'Office de la protection du consommateur et j'agirai aujourd'hui un peu comme un animateur. On espère votre indulgence parce que nous ne sommes pas des pros de Microsoft Teams et de ce genre de réunion, mais on va essayer de se débrouiller du mieux qu'on peut. Je vous présente ma collègue Julie Couture qui est au service des communications, tout comme moi, à l'Office, et qui s'occupe plus particulièrement de tout ce qui est rapport au contenu en matière d'éducation. Alors, Bonjour. bonjour Julie, merci à vous tous d'être parmi nous si nombreux. Euh, D'abord, quelques consignes d'usage. Bien sûr, on vous suggère de fermer vos micros, que vous pouvez évidemment ouvrir si vous voulez intervenir et vous pouvez demander la parole à l'aide de la petite main qu'on voit en haut à droite de l'écran. Et Madame Couture pourra recevoir les questions au fur et à mesure s'il y en a, mais il y a également à la fin de la présentation une période de questions où là, vous pourrez les poser également. Et il y a également une fenêtre de clavardage qui peut recevoir vos commentaires ou vos questions au fur et à mesure de la rencontre. Je cherche l'icône de clavardage, mais je ne le vois pas. Il va peut-être apparaître. Toujours est-il dans les trois petits points, peut-être? Bon, peu Charles est importe. à côté de la main habituellement, à gauche de la petite Ah, main. mais il n'est pas là, en tout Ah. cas, peu importe. En tout cas, moi, je ne le vois pas. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, on va procéder à la présentation. Donc, après, il y aura une période de questions, comme je le disais. Dans un premier temps, évidemment, vous serez bien sûr, bien entendu, c'est à votre discrétion d'allumer ou non votre caméra, soit pendant la présentation ou soit pendant que vous voulez intervenir ou pas du tout. Également, je dois vous avertir ou vous informer du fait que la présentation est enregistrée. Elle pourra être revue en différé par la suite sur le site, je présume, sur le site des organisateurs de l'événement. Alors, qu'est-ce que l'Office de la protection du consommateur? C'est peut-être une question qui paraît évidente pour certains, mais on ne connaît pas nécessairement tant que ça l'Office. En tout cas, c'est un organisme gouvernemental et souvent on est appelé à le décrire. Et donc, quoi de mieux qu'un petit vidéo pour vous le décrire finalement de façon la plus concise et complète possible. Je vais partager le contenu de mon écran et vous faire voir cette vidéo en espérant que tout ceci fonctionne adéquatement. Je dois cliquer sur Inclure le son et je clique ici. L'Office de la protection du consommateur en un coup d'œil. Depuis 1971, l'Office de la protection du consommateur est présent dans le quotidien de tous les Québécois. Par exemple, la loi sur la protection du consommateur, qui est sous notre responsabilité, vous protège si vous faites l'achat d'une automobile chez un commerçant, si vous n'êtes pas satisfait d'un produit acheté sur le web ou encore si votre centre de conditionnement physique ferme ses portes. Les contrats de carte de crédit, de télécommunications, comme les services d'accès Internet ou encore de téléphonie cellulaire, sont également encadrés par cette loi. De plus, l'Office veille à l'application de trois autres lois qui couvrent les secteurs suivants: le voyage, le recouvrement de créances et les services funéraires et de sépulture. L'Office compte un peu plus d'une centaine d'employés au Québec, répartis dans 11 bureaux régionaux. L'équipe relève 2 défis au quotidien. Surveiller le respect des lois sous la responsabilité de l'Office et informer les consommateurs. À l'Office, il y a une équipe spécialisée pour répondre aux demandes de renseignements des citoyens sur tout sujet touchant la consommation. Les agents peuvent vous informer sur vos recours et les démarches à entreprendre si vous avez un problème avec un commerçant et vous fournir les outils pour vous aider à le régler. Chaque année, l'Office traite environ 150 000 demandes de renseignements, dont 1 sur 5 s'avère être des plaintes. À la suite de ces plaintes et dénonciations, l'Office peut réaliser des activités de et intervenir auprès des commerçants concernés. En d'autres mots, nous pouvons effectuer des vérifications dans les commerces et faire de la surveillance dans des secteurs ciblés comme l'automobile et le prêt d'argent. Certaines activités de surveillance peuvent mener à des enquêtes.
Ces enquêtes peuvent ensuite conduire à l'envoi d'avis d'infraction et, dans certains cas, se conclure par des poursuites judiciaires. Tous les ans, l'Office effectue des centaines d'interventions juridiques. Pour mieux protéger les consommateurs, l'Office délivre chaque année plus de 20 000 permis et certificats dans différents secteurs jugés à risque. Comme les commerçants itinérants, les agences de recouvrement ou les commerçants et recycleurs de véhicules routiers. Notre but, s'assurer que les commerçants exercent leurs activités conformément à la loi. Les mécanismes de protection sur le plan financier sont liés à chaque permis que délivre l'Office. Par exemple, le cautionnement est une somme d'argent que doivent verser les commerçants pour obtenir leur permis. Ce montant peut être utilisé dans certaines situations pour indemniser les consommateurs, comme lors de la fermeture ou la faillite d'un commerce. L'organisme administre aussi le FICAV, soit le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Ce fonds permet aux consommateurs qui ont fait affaire avec un agent de voyage titulaire d'un permis de l'Office d'obtenir un remboursement en cas de défaut d'un agent de voyage ou de l'un de ses fournisseurs. Chaque année, notre site Web reçoit des millions de visites. Vous y trouverez des conseils et des outils pour faire des choix éclairés et connaître vos droits et obligations comme consommateur. Afin de joindre facilement et de poursuivre son mandat d'information et d'éducation, l'Office est actif sur les réseaux sociaux. Bien sûr, nous nous assurons aussi d'être présents dans les médias traditionnels comme la presse écrite, la radio et la télévision. Des publications comme des aides-mémoires et des trousses d'informations sont offertes pour outiller les consommateurs en cas de problème. De plus, l'Office a lancé Parle, une plateforme d'aide au règlement des litiges en ligne qui fournit aux consommateurs et aux commerçants un service rapide et gratuit pour résoudre un litige. Nous offrons aussi la possibilité aux organismes et aux écoles de recevoir des agents de la protection du consommateur. L'Office de la protection du consommateur est accessible par téléphone 1-888-OPC-ALLO ou par Internet à opc.gouv.qc.ca et sur les médias sociaux. Consommateur en un coup. Alors, nous voici de retour. J'espère que c'est bien le cas, que ça a bien fonctionné, que tout a bien été compris. Alors, vous voyez, l'Office ne chôme pas. On est un petit organisme avec beaucoup de pain sur la planche et des sujets assez intéressants. Donc, on ne s'ennuie pas à l'Office et ça nous permet, tous ces beaux sujets, de produire du matériel d'information, d'éducation, du matériel pédagogique fort intéressant pour les écoles, mais également à l'éducation des adultes. Et là, je vais bientôt céder la parole à ma collègue. Donc, elle va vous présenter le matériel pédagogique en éducation financière pour la formation générale des adultes. Ensuite, nous allons vous proposer un petit questionnaire, un petit quiz interactif. Et on va pouvoir un peu apprivoiser les contenus qui peuvent être utilisés en activité pédagogique. Et elle vous parlera aussi du matériel et des services disponibles pour les enseignants. On terminera tout ça par une période de questions. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Julie. Merci, Charles. Vous savez probablement que le programme d'éducation financière est devenu obligatoire en 5e secondaire en septembre 2017. Et dès 2016, l'Office avait commencé à produire du matériel pédagogique pour répondre aux besoins des enseignants qui allaient enseigner ce cours. Nos activités, c'est des activités complémentaires au programme, puis elles visent principalement l'enjeu financier, consommer des biens et des services. Pour les autres enjeux financiers du programme, soit intégrer le monde du travail et poursuivre ses études, il y a d'autres organismes gouvernementaux qui avaient produit du matériel pour répondre à ces enjeux-là. Il s'agit de l'Autorité des marchés financiers, il y a aussi la CNESST et Revenu Québec. Toutes les activités qu'on avait développées en 2016-2017,
c'était vraiment la structure où on a un enseignant qui dirige l'activité devant sa classe. Donc, on avait plus mis de l'avant des activités comme des discussions de groupe, les explications théoriques qui étaient dispensées par l'enseignant, les travaux d'équipe. Pour la formation générale des adultes, à ma connaissance, l'Office, c'est le seul organisme qui a modifié toutes ses activités pédagogiques en éducation financière pour qu'elles soient adaptées à la réalité des adultes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les activités, on les a modifiées pour qu'elles puissent se réaliser de façon individuelle. Ensuite, on a modifié la formulation des consignes pour qu'elles soient adaptées au public cible et on a aussi modifié les exemples pour que ça parle plus à des adultes, donc des exemples qui étaient plus basés sur la réalité d'un jeune adolescent, bien, on les a transformés pour que ça soit plus intéressant pour un adulte qui fait ces activités. Donc, pour vous les montrer, les activités, je vais partager mon écran. OK. Donc, les activités, vous pouvez les retrouver à la page, sur la page web opc.gouv.qc.ca/FGA. Peut-être que Charles, tu pourrais dans le clavardage écrire l'adresse, donc opc.gouv.qc.ca/FGA. On a regroupé nos 7 activités qui sont disponibles actuellement dans cette page-là. Pour que vous puissiez, là, en fait, c'était pour faciliter le travail des enseignants qui donnent le cours. On a essayé d'aborder tous les savoirs liés à l'enjeu financier, consommer des biens et des services. Donc, je vais faire le tour là, brièvement des activités pour que ça puisse vous donner une idée de ce que chacune traite là, plus en détail. La première activité s'appelle les enjeux de ma consommation. Donc ça, c'est une activité d'introduction au module sur la consommation. Les participants sont invités à visiter des sites web d'organismes crédibles pour s'informer sur la consommation, puis ils doivent répondre à des questions. Ensuite, ils doivent choisir un sujet qui les intéresse dans une liste, par exemple, l'achat d'une voiture d'occasion. Puis en consultant les différents sites qu'on leur a fait découvrir, bien, ils doivent remplir une fiche d'information. L'objectif de cette activité d'introduction, c'est de connaître un petit peu plus sur les droits des consommateurs en lien avec le sujet et on veut aussi qu'ils sachent qu'il y a des moyens de faire valoir ces droits. La deuxième activité, les droits et responsabilités du consommateur. Donc, on commence cette activité-là avec une présentation plus de l'historique des droits et responsabilités du consommateur. Mais par la suite, on va faire travailler le participant sur une démarche pour négocier avec un commerçant en cas de litige. Puis finalement, on lui demande de rédiger une mise en demeure après lui avoir fourni toutes les informations et tous les outils nécessaires pour le faire. L'activité suivante s'appelle « Quelle tablette électronique acheter ?» Donc là, on leur fait élaborer une démarche d'achat pour recueillir des informations nécessaires pour choisir un produit plutôt qu'un autre. Donc, c'est une démarche d'achat qui est somme toute rigoureuse. On leur fait, premièrement, énumérer quels sont leurs besoins. Puis, par la suite, on les envoie s'informer, on les fait s'informer pour trouver des modèles qui pourraient répondre à leurs besoins et ensuite faire leur bon choix. C'est sûr que ça peut paraître un peu pas compliqué, mais c'est quand même rigoureux. Mais quand on fait un achat important, c'est une démarche qu'on devrait privilégier pour éviter d'avoir des déceptions par la suite. L'activité suivante, je fais ma pub.
Donc, ici, notre objectif, c'est le développement de l'esprit critique par une bonne compréhension de l'influence de la publicité sur les consommateurs et aussi la connaissance des stratégies qui sont utilisées par les publicitaires en marketing pour réussir à vendre le plus de produits possible. Ensuite, qu'est-ce qui influence mon dossier de crédit? Donc, une activité pour comprendre le crédit, mais comment ça fonctionne aussi? Comment ça fonctionne le dossier de crédit? Comment fonctionne le pointage de crédit? Et ça, c'est comme un volet qui est mystérieux. C'est pas la plupart des gens ne savent pas trop qu'est-ce qui a une influence sur leur pointage de crédit. Donc, avec du matériel de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, bien, on leur fait faire une activité, puis après, je pense que les gens sont en mesure de bien comprendre comment ça fonctionne. Puis, on profite aussi de cette activité-là pour aborder le surendettement et ses conséquences. On poursuit avec l'activité « Exiger le bon prix ». C'est une activité pour bien comprendre l'affichage des prix en magasin, puis être en mesure de faire appliquer la fameuse politique d'exactitude des prix. Vous avez probablement déjà remarqué la pancarte là, qui est à côté de chaque caisse quand vous allez, par exemple, à l'épicerie ou à la pharmacie. Des fois, les gens, c'est quand même une politique qui est complexe. Bien, avec cette activité-là, on essaie de la comprendre un petit peu mieux. Puis quand on la comprend, bien après, on est mieux en mesure de la faire appliquer quand on est en magasin, puis qu'on se retrouve avec une erreur au niveau du prix du bien qu'on achète. Ensuite, testez vos connaissances sur les garanties. Donc, une activité pour faire connaître et différencier les types de garanties, que ce soit les garanties légales, la garantie du fabricant ou encore les garanties supplémentaires. Donc, une fois qu'on les connaît, on les comprend, bien après, comment on les fait appliquer. Fait que c'est une activité qui répond à ces questions-là. Et la dernière, qui s'appelle « Des échantillons gratuits qui coûtent cher ». Donc, une activité qui aborde ici les achats en ligne. Donc, on va donner de l'information aux gens sur les renseignements obligatoires qui doivent être fournis par le commerçant. Ensuite, on va aborder la possibilité d'annuler un achat. Donc, dans quelles conditions on peut annuler un achat en ligne. On va aussi parler de la rétrofacturation, qui est un outil intéressant pour les consommateurs, mais qui peut être méconnu aussi. Puis, on va faire une mise en garde concernant la commande d'échantillons gratuits pour lesquels on doit fournir un numéro de carte de crédit. Donc, bien souvent, ça s'avère que ce n'était pas gratuit et les gens ont des surprises par la suite dans leur relevé de carte de crédit. Donc, ça fait le tour des activités qui sont présentement en développement. Puis, je vais vous en parler un petit peu plus là, vers la fin. Dans nos activités, on a essayé de varier les différents modes d'apprentissage qu'on a utilisés. Donc, dans le matériel, on a des questions à choix de réponse, on a des questions à développement. Des fois, on demande aux participants de faire une recherche. Des fois, c'est une petite analyse, on leur fait faire de la rédaction. Des fois, c'est de l'association d'un mot, un concept avec sa définition. Des questions de réflexion, il y a de la lecture, des mises en situation, des quiz en ligne. Fait qu'on essayait de varier les types d'activités d'apprentissage pour essayer de stimuler l'intérêt de l'apprenant. Je vais vous montrer maintenant une activité, si vous cliquez là, sur une des activités. Donc, qu'est-ce que vous allez y retrouver? Donc là, on est dans une activité. À droite, vous avez toujours une petite fiche d'information qui va vous donner une brève description de l'activité. On va vous présenter les sujets généraux. Donc, c'est souvent là, de l'éducation financière, les droits et recours des consommateurs, des fois de la publicité. Fait ça vous donne une petite idée. Les types d'activités qu'on a, les types d'activités d'apprentissage que vous allez y retrouver, vous les avez ici. On a mis une estimation de l'activité,
de la durée. C'est vraiment une estimation, c'est pour vous donner une idée. Et vous avez toujours une note ici qui s'appelle, qui dit « Si vous êtes enseignant du programme d'éducation financière en 5e secondaire, consultez la version adaptée. » Donc, si par mégarde, vous arrivez dans l'activité, mais vous arrivez dans la version 5e secondaire, comme ici, c'est la version 5e secondaire, mais rapidement, vous allez avoir la note, vous allez retrouver la même note qui vous dit que si vous êtes un étudiant, pas un étudiant, pardon, mais un enseignant pour la formation générale des adultes, bien, vous pouvez consulter la version adaptée. Fait que comme je vous disais tout à l'heure, on a la même activité en 2 versions. On a essayé, là, c'était le moyen le plus facile de faire comme une espèce d'effet miroir pour que vous puissiez tomber facilement là, dans la bonne version qui s'adresse à vous. Ensuite, les activités sont tout le temps montées sous le même format. Vous avez par la suite le document de l'adulte. Donc, dans le document de l'adulte, on commence toujours avec un tableau là, qui vous donne beaucoup plus d'informations sur l'activité. Par exemple, on a fait la liste des savoirs liés à l'enjeu financier. On précise les savoirs. On va vous mettre une liste aussi des compétences transversales que l'activité peut développer. Puis, on vous donne aussi le matériel que l'apprenant aura besoin pour faire l'activité. La majorité des activités nécessitent un accès à Internet. Les activités, par contre, sont clés en main. Tout le matériel est fourni. Par exemple, ça peut être un dossier documentaire, ça pourrait être un document de référence, un aide-mémoire. Des fois, c'est des documents audio, des documents vidéo, on fait référence parfois à des calculateurs. Donc, tout est fourni dans le document. Par la suite, nos activités commencent la majorité du temps par une amorce, où là, ça va être plus des questions de réflexion qu'on va poser aux participants pour introduire le sujet. Ensuite, comme ici, vous voyez, on donne des explications théoriques, donc d'où ça part la protection du consommateur. Fait qu'on y apprend que c'est lors d'un discours de John F. Kennedy qui avait commencé à introduire là, les droits fondamentaux des consommateurs. Donc, on continue. Ici, on fait faire une ligne du temps là, pour situer un peu les différents moments historiques là, par rapport à ce sujet-là. Ensuite, on poursuit avec une activité d'association entre, on leur demande d'identifier les différents droits des consommateurs. Ils doivent faire une association avec la définition. Même chose pour les responsabilités. Puis, on met l'accent par la suite, après ça, c'est des mises en situation. C'est des mises en situation où, dans le fond, comment les droits et responsabilités des consommateurs se concrétisent dans la réalité. On met aussi beaucoup l'accent sur le droit à la réparation, qui est très important. Dans le droit à la réparation, on va approfondir la marche à suivre pour négocier avec un commerçant. On les envoie sur une page du site web de l'Office de la protection du consommateur, puis il y a une petite recherche à faire pour trouver les différentes étapes. C'est quoi? On leur demande, dans le fond, de préciser qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les différentes étapes de négociation. Ensuite, quand la négociation échoue, il y a des étapes qu'on peut faire là, pour faire valoir ses droits. Puis, on termine avec la rédaction d'une lettre de mise en demeure sur le cas fictif d'Alexis. Comme je vous disais tout à l'heure, on leur fournit vraiment tout le matériel pour être en mesure de le faire. Donc ça, c'est le document que je
je viens de vous présenter. Puis, le corrigé, le document de l'enseignant, bien, ici, c'est une copie, en fait, c'est une copie du document de l'adulte dans lequel on a mis toutes les réponses ou parfois c'est des pistes de réponses là, quand c'est des questions ouvertes ou des questions de réflexion. Et lorsque c'est pertinent, le corrigé fournit aussi des explications complémentaires aux réponses. Là, ici, je n'ai pas d'exemple dans ce document-là, il n'y a pas de justifications qui ont été ajoutées, là, mais lorsque c'est pertinent, on va vous les fournir. Donc voilà pour ça. Je vais arrêter le partage de mon écran. Voilà. Donc, on serait rendu à faire une expérimentation des contenus de l'Office. On vous propose un quiz interactif dans lequel on a jumelé le contenu de 2 activités, soit l'activité Exiger le bon prix qui traite de la politique d'exactitude des prix et l'activité Tester vos connaissances sur les garanties. Donc, je vais laisser Charles vous expliquer comment on va fonctionner pour faire un quiz interactif. Oui, merci Julie. Alors, d'entrée de jeu, j'ai un problème. Je ne vois toujours pas l'icône du clavardage et on va utiliser le clavardage pour le quiz. Julie, est-ce que tu as le clavardage de ton côté? Oh, je ne t'entends pas. J'ai dit oui, j'ai la barre là, pour faire le clavardage. Je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas. Peut-être que notre technicien est capable de nous aider là-dessus. Toujours est-il que Julie va poster les questions sur la fenêtre de clavardage et comme vous savez, il y a au-dessus de l'intervention, il y a des icônes de réaction, donc le pouce en l'air, le petit bonhomme sourire, le bonhomme fâché. Et donc, on va utiliser ça pour que vous puissiez choisir les réponses. Après, on va vous laisser un petit 5 secondes pour choisir la réponse. Et donc, vous pourrez choisir de cette façon-là et on vous donnera ensuite la bonne réponse. Bon, je n'ai toujours pas de fenêtre de clavardage, mais on peut d'abord, d'entrée de jeu, commencer avec quelques explications sur la politique d'exactitude des prix. Très brièvement, on sait que la loi prévoit que chaque commerçant doit étiqueter chaque produit individuellement. Donc, les plus vieux d'entre vous se souviennent qu'à l'épicerie, avant, il y avait une étiquette de prix sur chaque boîte de conserve, si on peut dire. Ce n'est plus le cas parce qu'il y a une politique d'exception à l'obligation d'étiqueter chaque article dont peuvent se prévaloir les commerçants qui le désirent, mais pour s'en prévaloir, ils doivent respecter certaines règles, certaines conditions d'exception. Donc, ils doivent afficher le prix de l'article sur la tablette avec des caractéristiques d'affichage bien définies. Ils doivent utiliser des lecteurs optiques, donc les fameux scanners pour vérifier les prix à la caisse. Et lorsqu'il y a des erreurs de prix, ils doivent appliquer la politique d'exactitude des prix. Donc, c'est une politique qui est assez connue. Elle est affichée la plupart du temps dans les magasins et elle prévoit une règle de compensation si le prix affiché est supérieur si le prix à la caisse est supérieur au prix qui était affiché. Comme vous savez, c'est la fameuse règle du 10 $. Donc, si le produit vaut 10 $ au moins, on doit vous le remettre gratuitement. Donc, voilà pour ce qui est, la plupart des grands magasins se sont exemptés de l'obligation d'indiquer les prix sur chaque produit. Donc, la règle s'applique dans beaucoup de grands magasins, au supermarché notamment. Je n'ai toujours pas la barre de... Mais c'est peut-être... Oui. J'ai fait une demande à M. Laurent Demers, là, à savoir pourquoi est-ce que vous n'aviez pas accès là, au clavardage. Oui. Je ne le sais pas. Donc, je ne sais pas s'il y a moyen de passer par Mme Couture, là, qui semble y avoir accès. Oui, bien, c'est Julie qui va mettre les questions en ligne. J'espère que nos participants, eux, voient la fenêtre de clavardage. En tout cas, on va le savoir dans pas longtemps. On peut immédiatement commencer le quiz.
Donc, Charles, j'ai fait apparaître la première question dans le clavardage. Donc, c'est important là, que j'espère que les autres personnes sont en mesure de voir le clavardage. Donc, vous ouvrez votre fenêtre de clavardage et vous allez avoir la question qui Je va ne la vois apparaître. pas, mais j'ai la question par ailleurs sur un autre document. Je peux la lire. Donc, à la pharmacie, vous achetez une bouteille de shampoing. Le prix indiqué sur l'étiquette est de 3,50 $. C'est toutefois 3,99 $ qui s'affiche à la caisse. Combien devrez-vous payer le shampoing? 0 $, 49 sous, 3,50 $ ou 3,99 $? Alors, la bonne réponse est 0 $. Et tout ça, ben, c'est effectivement parce qu'il s'agit d'un commerce qui applique la politique d'exactitude des prix. Donc, on a droit à un dédommagement quand le prix réclamé à la caisse est plus élevé que le prix affiché. Quand l'erreur constatée est sur un produit qui coûte 10 $ ou moins, le commerçant doit vous donner le produit en question. Donc, je vais faire apparaître la deuxième question. Et pour répondre, ce qui est plus simple, c'est que vous mettez votre souris sur la question et là, vous allez voir apparaître tous les petits icônes de réaction. Puis là, c'est sur celui-là que vous faites votre choix. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter dans le chat votre emoji. Vous pouvez répondre directement sur la question. Donc, on va voir les réponses des gens au fur et à mesure. Donc, je fais apparaître la deuxième question. Les garanties légales vous permettent notamment d'exiger que le bien que vous achetez puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné, ait une durée raisonnable compte tenu du prix payé du contrat et des conditions d'utilisation, ne présente pas de vices cachés, c'est-à-dire de défauts importants qui étaient présents à la vente et qui ne vous a pas été mentionné et dont vous n'auriez pas pu avoir connaissance malgré votre prudence, qu'il soit conforme à la description faite dans le contrat, dans la publicité et dans les déclarations faites par les représentants, ou, dernière réponse, toutes ces réponses. Oh. Donc, il y a 8 personnes qui ont donné la réponse, toutes ces réponses. Qui était, oui, effectivement, la bonne réponse. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications dans tout ça. Donc, on distingue la garantie légale, les garanties légales, parce qu'elles couvrent, comme on voit, plusieurs aspects, des garanties qu'on dit conventionnelles, c'est-à-dire, par exemple, la garantie du fabricant, qui, elle, est limitée, elle découle d'une convention. Elle est parfois, souvent d'1 an pour plusieurs appareils. Ça peut être plus long pour les automobiles, entre autres. Mais les deux garanties, en fait, toutes ces garanties s'appliquent concurremment, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que la garantie du fabricant est expirée que vous ne n'ayez pas un ou l'autre des aspects liés aux garanties. Question suivante. C'est apparu. Alors, vous dénichez un superbe cadre dans un magasin à grande surface. Le prix indiqué sur l'étiquette tablette est de 11,99 $. C'est toutefois 12,99 $ qui s'affiche à la caisse. Combien devrez-vous payer le cadre? 0 $, 1,99 $, 11,99 $ ou 12,99 $? Alors, la bonne réponse est 1,99 $. Donc, on est toujours dans un commerce qui applique la politique d'exactitude des prix. On a droit à un dédommagement si le prix réclamé à la caisse est plus élevé que le prix affiché. Et quand l'erreur est constatée sur un produit qui coûte plus de 10 $, le commerçant doit vous accorder un rabais de 10 $ sur le prix affiché. On devra donc payer 1,99 $. Est-ce qu'on a eu plusieurs bonnes réponses, Mme Couture? Oui, il y en avait plusieurs personnes qui avaient qui avaient choisi le cœur, 1,99 $. Bien. Prochaine Question numéro 4. Alors, un bien que vous achetez d'occasion chez un commerçant est couvert par les garanties légales. C'est vrai ou c'est faux?
La bonne réponse est vrai. Vous pouvez exiger les mêmes conditions d'un bien d'acheter d'occasion chez un commerçant qu'un bien acheté neuf. Il faut, dans ce cas, tenir compte du fait que le bien est usagé et que son degré d'usure est de son degré d'usure au moment de l'achat. Mais ça ne dispense pas de garantir le bien qu'il vend. Tout commerçant doit offrir une garantie sur ce qu'il vend. Il ne peut pas s'en sauver. Question numéro 5. À l'épicerie, on revient à l'épicerie, vous achetez un paquet de pâtes alimentaires. Le prix indiqué sur l'étiquette tablette est de 2,99 $. C'est toutefois 1,99 $ qui s'affiche à la caisse. Combien devrez-vous payer les pâtes? 0 $, 1 $, 1,99 $ ou 2,99 $? La bonne réponse est 1,99 $. En fait, l'erreur est en votre faveur parce que le prix qu'on vous demande est plus bas que le prix qui était affiché sur la tablette. Donc, on n'a pas droit à un dédommagement prévu par la politique d'exactitude des prix parce qu'on n'est pas pénalisé tout simplement par cette erreur. Question numéro 6. La loi précise que la durée raisonnable d'un téléviseur est de 10 ans, 8 ans, 5 ans ou aucune de ces réponses. Oups. Alors, la bonne réponse est aucune de ces réponses parce que la loi ne précise pas la durée raisonnable d'un bien. Elle ne précise pas, par exemple, qu'un téléviseur doit avoir une durée de vie de 10 ans. La loi prévoit plutôt qu'un bien doit pouvoir servir à un usage normal pendant une durée raisonnable. Et pour déterminer cette durée raisonnable d'un bien, il faut tenir compte de plusieurs facteurs comme le prix qui a été payé, les conditions du contrat, les conditions d'utilisation, etc. Et ce sont les tribunaux qui établissent au fil des jugements quelle devrait être la durée raisonnable d'un bien. D'ailleurs, à cet effet, le site de l'Office répertorie un ensemble de jugements des tribunaux pour donner des exemples par rapport à différents biens. Donc, vous pourrez retrouver sur notre site des exemples de jugements qui concernent les réfrigérateurs, les téléviseurs, les automobiles, etc. Question numéro 7. Est-ce qu'on a le temps? Quelle heure est-il? Ah, on a le temps pour peut-être 2 autres questions. Donc, question numéro 7. Vous achetez 3 tringles à rideaux identiques pour votre salon, affichés à 20 $ chacune. À la caisse, le prix qui s'affiche est plutôt de 22,50 $ par tringle. Quel sera le montant total de votre achat? 30 $, 50 $, 60 $ ou 67,57 $? La bonne réponse est 50 $. Alors, voici pourquoi. Le commerçant doit corriger chaque erreur, donc il ne peut vous réclamer que 20 $ par tringle au lieu de 22,50 $. Toutefois, le dédommagement prévu à la politique ne s'applique qu'à un seul des biens que vous avez achetés, puisque ce sont tous les mêmes biens. Donc, la tringle coûte plus de 10 $, le commerçant doit vous accorder un rabais de 10 $. Il faut être bon en calcul rapide, donc 20 $ moins 10, ça fait 10. Le montant total de l'achat sera donc de 50 $ plus les taxes, donc 2 tringles à 20 $ et une tringle à 10 $. Dernière question. Dernière question. Votre téléviseur tout neuf fonctionne mal. Vous en informez le commerçant qui vous l'a vendu. Comme ce mauvais fonctionnement est couvert par la garantie légale, le commerçant pourrait réparer le téléviseur ou le faire réparer sans frais, l'échanger, vous rembourser ou toutes ces réponses. La bonne réponse est toutes ces réponses. Donc, si on constate qu'un téléviseur est défectueux, le commerçant peut le réparer ou le faire réparer sans frais, vous l'échanger ou encore vous rembourser. C'est à lui de décider ce qu'il entend faire. C'est certain qu'un consommateur pourrait ne plus vouloir tel modèle d'appareil et là, ça devient une question
qui se discute entre le commerçant et le consommateur et à la limite, qui devra peut-être être tranché par le tribunal si on en vient jusque-là. Voilà pour le quiz. Je redonne la parole à Julie. Le quiz, en fait, ça vous a donné une idée des contenus qui sont proposés par l'Office. C'est vraiment juste un aperçu parce qu'on a choisi des activités qui pouvaient se faire de façon virtuelle et interactive. Mais l'idée, c'était de vous donner un petit aperçu. Je vais maintenant, pour la dernière partie de la présentation, je vais repartager mon écran. Ok, oh, attendez, je n'ai pas choisi ici. Bon, voilà. Je voulais vous montrer que vous avez la possibilité de commander du matériel à l'Office, du matériel qui est gratuit. La façon de faire là, pour pouvoir le commander, c'est dans la page que je vous ai présentée tout à l'heure, opc.gouv.qc.ca/FGA. Au bout, à la fin de la page, vous avez ici, pour compléter les activités, vous pouvez commander gratuitement différents aides-mémoires pour les participants, des dépliants et des affiches pour les locaux sur les sujets qui vous intéressent. Donc, j'ai cliqué sur la page où vous pouvez commander. En fait, les sujets là, que vous allez retrouver ici qui peuvent être pertinents pour vous, bien, vous avez des dépliants sur le paiement minimum d'une carte de crédit, les garanties sur les prix ou encore les achats par Internet. Vous pouvez voir un peu à quoi ressemble le dépliant. Celui-là, j'attire votre attention, il est particulièrement intéressant parce qu'il fait la promotion d'une page qu'on réfère là, dans les activités sur le crédit. C'est une page web qui s'appelle Paiement minimum, intérêt maximum. Donc, je vous amène sur cette page-là pour vous la montrer. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous allez y retrouver un calculateur pour faire prendre conscience aux gens de l'impact de payer seulement le solde minimum sur leur carte de crédit. Par exemple, je mets un voyage là, de 5 000 $ sur ma carte de crédit. Je paie seulement le minimum à chaque mois qui est 2,5 %. Donc, c'est le minimum qui est permis par la loi actuellement. Alors, vous voyez tout de suite ici que si je fais seulement le paiement minimum pour payer mon voyage de 5 000 $, je vais en avoir pour 30 ans à payer mon voyage et je vais payer 9 324,89 $ en frais de crédit. Et là, si je fais l'exercice, mais en payant, maintenant en augmentant mon paiement minimum, en faisant 5 % du paiement minimum, vous voyez dans le calculateur, automatiquement, ça fait vraiment une grosse différence. Ça fait que mon voyage, ça va me prendre 10 ans à le payer. Et au lieu de payer, tout à l'heure, je ne me souviens plus, c'était quoi, 14 000 ou 9 000 $ de frais de crédit, bien là, je vais passer à 2 427. Donc, ça fait vraiment une grosse différence. Fait que je voulais juste attirer votre attention sur cet outil-là parce qu'il est intéressant et vous pouvez commander là, des exemplaires de dépliants pour en faire la promotion auprès de vos étudiants. Et c'est gratuit, même les frais de livraison sont gratuits, contrairement à certains sites web où on vous demande votre numéro de carte de crédit pour vous envoyer des produits gratuits. Les sites web, bien sûr, dont il faut se méfier. Ensuite, dans les autres matériels qui sont disponibles pour vous, il y a la zone enseignant. C'est opc.gouv.qc.ca/enseignant avec un S. Ça, c'est un autre de nos outils qu'on offre. C'est des activités pour le primaire et le secondaire. C'est des activités qui pourraient vous demander un peu d'adaptation parce qu'elles sont structurées là, pour un enseignant qui est devant une classe qui fait l'animation. Par contre, bon, ça pourrait aussi, je pense que vous pourriez aussi trouver du matériel qui pourrait être intéressant
pour vous là-dedans. En plus d'aborder le crédit, les droits, recours du consommateur, l'éducation financière, la publicité, bien, il y a aussi des activités qui vont aborder plus la consommation responsable. Un autre service qui peut être intéressant pour vous, c'est d'inviter un représentant de l'Office dans votre école, dans votre centre de formation. Avec la pandémie, là, les activités maintenant de présentation peuvent aussi être offertes de façon virtuelle. C'est tout simple, vous envoyez un courriel, vous écrivez ici, puis c'est des présentations qui s'adaptent. L'agent qui est désigné pour aller faire la présentation, il va entrer en communication avec vous, vous discutez, vous pouvez lui dire, ben, j'aimerais que vous abordiez tel sujet, puis il va s'adapter au sujet qui vous intéresse, puis il va aussi vous en proposer d'autres parce que souvent les gens ne savent pas, ne sont pas au courant de tous les sujets de consommation qui sont traités à l'Office. Donc, l'agent peut aussi vous en proposer des sujets auxquels vous n'auriez pas nécessairement pensé. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des activités qui s'en venaient aussi. Mais elles sont là, vous les voyez, là, les activités qui vont être bientôt adaptées pour la formation générale des adultes. Donc, on a une activité, je vais revenir, une activité sur la carte de crédit. Il y a une activité sur la voiture d'occasion, une activité sur le contrat de cellulaire et, c'est celle-là que je vais vous montrer, une activité sur les pratiques interdites. Donc, vous avez peut-être déjà vu les vidéos, les petites vidéos humoristiques qui roulent là, depuis, ça doit faire 3-4 ans qu'elles sont en ligne. On en a fait quand même beaucoup de promotions. Vous les avez peut-être vues passer. Donc, il y a une activité pédagogique qui est rattachée à chacune des activités. Puis, ces activités-là sont en cours d'adaptation pour la FGA. Donc, ça va être disponible bientôt. Puis, quand ça sera en ligne, bien, je vais faire la promotion là, dans les canaux habituels comme l'infolette du Carrefour FGA ou ces canaux-là. Donc, ça fait le tour. Je vais arrêter le partage de mon écran. Voilà. On pourrait prendre des questions s'il y en a. On serait rendu à la période de questions. Donc, s'il y a des gens qui souhaitent intervenir, poser des questions, émettre des commentaires par rapport au contenu de l'atelier, à l'intention de Mme Couture ou de M. Tanguay, je vous invite à soit l'adresser dans le clavardage ou bien en utilisant la fonction là, lever la main. On pourrait gérer là, les droits de parole de cette manière-là. Donc, s'il y a des interventions, là, je vous invite, là, ce serait le moment idéal. Donc, pour ma part, je n'ai pas relevé là, durant la présentation des questionnements là, de la part des participants dans le clavardage. Donc, j'ai consigné aucune intervention. Bien, si peut-être que les gens auront des questions ou des commentaires ou des suggestions ultérieurement, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Vous pouvez m'écrire à julie.couture@commercial.opc.gouv.qc.ca. Je vais l'écrire dans le clavardage. Normalement, c'est moi qui l'aurais écrit, mais je n'ai pas de fenêtre de clavardage. Je vais l'écrire. Alors, on espère que les gens ont apprécié. C'est parti. Donc, c'est ça. N'hésitez pas à m'écrire. Puis, on vous remercie d'avoir assisté à notre présentation. Je vois qu'il y a une main levée au bas. Michel. Oui, bonjour. En fait, c'est surtout une remarque pour vous remercier énormément d'avoir pensé à la formation générale des adultes. On est souvent des grands oubliés, puis effectivement, notre clientèle est
extrêmement à risque là, au niveau là, de leur consommation puis de leurs habitudes, étant souvent dans une espèce de transition très difficile là, de l'adolescence à l'âge adulte. Donc, c'est la première partie, mon remerciement. Deuxième partie, en fait, j'ai une question avec la très triste influence des achats sur les sites web. Par exemple, les Amazon de ce monde, est-ce qu'il y a une idée, est-ce qu'il y a une section où est-ce que les élèves pourraient, parce qu'on m'a déjà demandé la question, un élève m'a dit, je me suis fait avoir, comment je fais à part que de passer par là? Nos recours sont-ils plus larges? Je sais que c'est une question qui est très pointue et non reliée au matériel, là, ou du moins peut-être m'aider à guider mon élève là, dans cette direction-là. Julie, est-ce qu'on a du matériel pédagogique sur les achats à distance? Oui. Du matériel, c'est l'activité, c'est la dernière activité là, des échantillons gratuits qui coûtent cher. Donc, c'est une activité qui est spécifique là, aux achats à distance. Le consommateur, évidemment, ça tourne mal. Il veut annuler son achat. Fait qu'on lui propose là, la marche à suivre, mais on l'envoie aussi dans notre site web parce que dans le site web de l'Office, c'est vraiment une mine d'informations. Puis c'est vraiment bien vulgarisé le site de l'Office pour trouver l'information. Donc, les activités sont faites pour ça, là, pour les faire naviguer dans les sites crédibles puis les sites pertinents pour eux, pour qu'ils trouvent les réponses. L'Office, ben, c'est aussi il y a un service à la clientèle où les gens peuvent nous appeler, où on va donner les informations, mais les gens, c'est eux qui doivent faire les démarches. Donc, on leur donne les outils. Les activités sont là aussi pour leur faire connaître les droits, les outils, mais après, les gens doivent le faire. Puis, c'est souvent plus facile qu'on pense de faire valoir ses droits, mais il faut savoir comment. Puis, quand on a les bons outils, pour l'avoir expérimenté là, personnellement, ça fonctionne bien. Fait que oui, on traite de tous ces sujets-là dans nos activités. Et concernant la loi appelle ça le contrat conclu à distance, donc ça inclut les achats faits par Internet, mais aussi les achats faits par téléphone. Et il y a effectivement des dispositions spécifiques qui protègent encore mieux le consommateur, ben encore mieux, qui tient compte du fait que le consommateur est plus vulnérable s'il achète à distance. Donc, ces mécanismes-là prévoient dans certaines situations une possibilité d'annuler le contrat, donc d'annuler l'achat. Et si le commerçant ne rembourse pas un achat dûment annulé, on peut s'adresser à l'émetteur de sa carte de crédit pour demander le remboursement. Donc ça, c'est des choses qui sont mal connues, mais qui sont très importantes. Ça implique a priori que les gens utilisent toujours leur carte de crédit pour faire des achats à distance pour bénéficier de cette protection-là. Or, on voit souvent des sites un peu malhonnêtes où les gens se font demander des virements bancaires, par exemple, des virements Interac, etc. Et là, dans ce cas-là, c'est très dangereux de perdre l'argent qu'on a mis dans un achat. Quand c'est plusieurs centaines de dollars ou plusieurs milliers de dollars, ça fait mal, bien sûr. Alors, semblerait-il, on travaille vraiment avec la même clientèle. Vous enseignez à des adultes et vous nous enseignez, c'est génial. Merci. C'est bien. Juste pour faire du pouce sur la première partie de votre commentaire, puis je vois dans le clavardage qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent à ça. Ben, ça a été vraiment un plaisir là, de travailler sur l'adaptation de nos activités pour les rendre plus disponibles, plus intéressantes pour la clientèle des adultes. Puis moi, ça m'arrive de faire un peu auprès on a des comités interministériels là, avec d'autres ministères et organismes qui offrent du matériel. Fait que moi, j'en profite dernièrement, j'en ai profité pour dire qu'on avait fait cette opération-là pour adapter nos activités. Puis, je pense que ça a vraiment, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais c'est ça, c'est une bonne idée fait que peut-être qu'il y a d'autres organismes qui vont adapter leur activité. Puis, tu sais, gênez-vous pas. Je sais que l'Autorité des marchés financiers, je ne serais pas surprise si vous leur demandez, vous faites la demande, ils sont très proactifs. Je ne serais pas surprise qu'ils soient intéressés à modifier un peu leur matériel pour qu'il soit disponible pour vous. Super. D'autres questions, d'autres commentaires?
De mon côté, j'ai vu des interventions là, dans le clavardage. Donc, premièrement, il y a M. Martin Hébert qui vous remercie pour le matériel. Et lui, il considère que c'est du matériel qui peut être utile dans d'autres contextes de classe aussi. On a une question de Mme Adeline Massaro qui vous demande si ce serait possible, si c'était possible d'intégrer votre matériel dans une plateforme comme Moodle. Donc, je vous laisse répondre à ceci. En fait, je connais pas beaucoup la plateforme, donc faudrait que j'en apprenne un peu plus, mais je vois pas ça pourrait peut-être se faire. On va le prendre comme une suggestion. On va le prendre comme une suggestion. Ensuite, il y a M. Mathieu Bérubé qui demande concernant les ressources du site si elles sont offertes au format PDF ou au format Word. On est dans le pratico-pratique ici. Actuellement, elles sont disponibles seulement en format PDF. Je sais, j'ai eu des discussions pour qu'on soit peut-être capable de les modifier pour que qu'on soit capable d'écrire dedans directement, parce que quand ça a été fait, la pandémie n'était pas encore commencée. Donc là, on a vu comme la version d'un besoin, là, comme ça se fait peut-être plus à distance, ce serait peut-être plus pratique que les gens puissent écrire directement dans les documents. Donc, c'est dans nos cartons. Je peux pas vous promettre à quel moment ça pourrait être en ligne, mais en tout cas, on y pense. Là. Ça pose le problème que les documents puissent être modifiés, donc qu'on puisse associer l'image de l'Office à des contenus qui auraient été changés. Là. Donc, il y a peut-être des difficultés de ce côté-là. Donc, de mon côté, ça fait le tour des questions. Par contre, il y a plusieurs commentaires. Là. Les gens sont très contents que vous ayez adressé une attention toute particulière à la clientèle de FGA. Donc, c'est très, très apprécié de la part des participants. On considère que votre atelier était très intéressant là, du côté de Mme France Sénécal. Donc, je pense que la réception, du moins si je me fie aux commentaires du clavardage, semble très positive. Donc, j'en profite pour vous remercier aussi en mon nom personnel. J'ai trouvé l'atelier très instructif. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.